Buongiorno, ici Giacomo Topolino. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Frank Salpicco. Tu connais Frank Salpicco ou pas? Tiens, je te montre avec Al Pacino. Mais avant d'être un film, Frank Salpicco, c'est une histoire vraie. C'est un vrai policier, Frank Salpicco, un Italo-américain comme moi, un vrai policier. Un policier de New York qui n'aime pas la malhonnêteté. Il est dans la fin des années 60. Il est jeune, et puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la famille le paye la police et que la police elle prend les sous. La famille le paye la police pour faire le business à New York et pas être embêté. Elle paye la police comme ça, pas embêté. Et Frank Salpicco, il n'aime pas ça, alors il va dénoncer ses camarades de la police. Et ces camarades de la police, ben, il faut bien se défendre. Alors vous savez ce qu'ils vont faire, ces camarades de la police? Ils vont l'accuser d'homosexualité, ces camarades de la police. Tu vas me dire, au XXIe siècle, et alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'aux États-Unis, en 1968, 1969, l'homosexualité est interdite. Des gens le diagnostiquent comme un trouble mental, imagine-toi. Ces gens, ils pensent qu'ils sont fous. On va voir après s'ils sont fous ou pas, mais dans ces années-là, on pensait qu'ils étaient fous. Et donc, c'est grave, parce que tu pars en prison. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, ces camarades de la police? Ils veulent amener Frank Salpicco en prison. Tu parles, c'est des corrompus. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Mais nous, dans la famille, on aime bien les homosexuels, les transgenres, les drag queens. On les protège même. Depuis quand? Tu connais l'histoire ou pas? Tu connais pas tout, hein? Depuis 1966. Je t'explique. 1930, il y a la création d'un bar. C'est à Christopher Street. Christopher Street est la 41e. Tu connais New York ou pas? Et là, qu'est-ce qu'ils font, la famille Genovese? En 1966, ils achètent ce bar, le Stonewall Inn. Retiens le nom, Stonewall Inn. 1966, ils achètent, ils le peignent de les vitres, personne ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, il y a les homosexuels, les drag queens, les transgenres qui viennent. Et la famille Genovese les protège. Protège parce que c'est le business. On leur donne à boire, ils payent, et puis tout le monde il est content. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que la police, tu vois, l'homosexualité, vraiment, elle n'aime pas ça. On est dans la nuit du 27 au 28 juin 1969. 27 au 28 juin 1969. Et la police, elle vient dans le bar, elle va arrêter tout le monde. Ils sont fous, la police. Elle veut arrêter tout le monde. Mais là, il y avait des militants parce qu'ils militaient pour leurs droits, tu vois. Et alors, les militants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont taper la police. La famille Genovese va taper aussi un peu la police. Pas trop, parce qu'il ne faut pas trop avoir de problème avec la police. Mais les militants, ils vont taper, ils vont s'enfuir et puis il va y avoir bagarre. Et ça, tu vois, c'est la goutte d'eau. La goutte d'eau qui fait déborder un vase beaucoup trop plein d'humiliation des homosexuels à New York. Alors, un an plus tard, par rapport à ce qui s'est passé dans cette nuit, eh bien, il va y avoir la première Gay Pride. 1970, première Gay Pride, par rapport à ça. Parce que la famille Genovese, elle protégeait les homosexuels. La question que je vais te poser aujourd'hui, tiens, tu sais d'ailleurs, ce bar, en 2016, il est passé monument historique aux États-Unis par Obama. Eh oui, monument historique. Un bal tenu par la famille, c'est pas beau. Dis donc, moi ça me fait toujours rire, hein? Mais enfin, je comprends l'histoire, c'est important. Mais aujourd'hui, on va se poser une question. Est-ce que c'est vraiment un trouble mental d'être homosexuel ou pas? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la science? Attention, la science te parle, et t'as intérêt à l'écouter. Alors, comme mon cher ami vous a fait l'introduction, je vais vous lire le texte que j'ai écrit sur l'homosexualité, comment la science voit l'homosexualité. C'est un texte que j'ai écrit, je ne le connais pas par cœur, donc je vais vous le lire, désolé, j'aurai la tête baissée. L'homosexualité est une orientation sexuelle qui dérange l'humain depuis longtemps. Après avoir été culturelle dans l'Europe antique, bien qu'il faille nuancer vu les différences entre cités ne serait-ce qu'en Grèce, elle va être frappée d'interdiction par la nouvelle religion dominante, le christianisme. Selon la foi chrétienne, l'amour homosexuel est autant divin que l'amour hétérosexuel. Autrement dit, l'amour entre deux hommes ou deux femmes n'est pas prohibé par la chrétienté. Ce qu'il est, c'est l'acte homosexuel qui serait un péché, une inclinaison satanique. À partir du XVe siècle, le regard porté sur l'homosexualité va changer en parallèle du regard porté sur le genre. Durant le Moyen-Âge, le genre masculin et féminin était vu comme deux points d'un spectre plus large. À noter que j'ai tendance à penser que l'on y revient. En dehors du point de vue religieux, les relations homosexuelles étaient perçues comme un désir et non pas comme un caractère permanent de l'individu. Autrement dit, on ne pensait pas l'homosexualité comme une orientation sexuelle définitive, mais transitoire avec l'idée sous-jacente que tout le monde, alors si j'ai bien compris les articles de recherche, était à la fois hétérosexuel et homosexuel. Ça, c'est la vision du Moyen-Âge.
À partir du XVe siècle, avec le retour philosophique à l'Antiquité et en parallèle l'émergence d'une recherche en biologie plus expérimentale, bien que la physiologie débute au 5e siècle avant le Christ avec Hippocrate ou encore Galien, les genres vont être vus comme bien distincts avec des caractères physiologiques différents. Et là, je fais l'aveu de rencontrer des difficultés à comprendre comment entre le 15e et le 18e siècle, en dehors du monde religieux, l'homosexualité est perçue. Des articles que j'ai pu lire, alors ils étaient tous en anglais. Le néoplatonisme de la Renaissance acceptait socialement l'idée d'un homme âgé actif et d'un adolescent passif. Mots, entre guillemets bien sûr, ce ne sont pas les miens. Autrement dit, la relation homosexuelle avec des partenaires du même âge n'était pas acceptée. Pour moi, c'est assez fou. Mais on va venir à l'époque moderne qui est la plus intéressante pour nous. Sautons un siècle et arrivons au 19e. À la naissance de la psychologie, l'homosexualité va être considérée comme un désordre mental et donc soignable. En anglais, a faulty unbraining. Ce sera le cas jusqu'à 1974, année durant laquelle l'Association américaine de psychiatrie va éliminer l'homosexualité comme un désordre mental. Ainsi, en 1974, il n'y a plus réellement d'explication, si ce n'est la religieuse, qui a noté n'évolue pas avec le temps sur l'homosexualité. Bien sûr, en ce milieu du XXe siècle, des associations homosexuelles et queer se sont constituées pour se battre pour les droits. En 1953, la structure de l'ADN est décrite dans une courte brève dans Nature. 8 ans plus tard, en 1961, c'est au tour de l'ARN messager. À partir de là, les études génétiques vont s'intensifier. Des équipes de recherche font l'hypothèse que l'homosexualité est génétique, sans doute héritée par la mère via le chromosome sexuel X. En 1993, le généticien américain Dean Hammer et son équipe publient dans Science, loin d'être un journal local, on l'avouera, une étude portant sur 114 familles dans lesquelles il y a au moins un homosexuel mâle. En utilisant la méthode de linkage génétique, généralement utilisée pour déterminer les gènes impliqués dans le développement d'une maladie, pour moi je trouve qu'on reste un peu sur cette idée-là dans ces études, l'équipe conclut que le loci XQ28 est impliqué. Comprenons, le loci 28 du bras long du chromosome X. Cette équipe se félicite, elle a trouvé le gène gay. Notez que je mets les guillemets parce que c'est le mot non pas employé par l'équipe, mais par les journaux qui vont parler de ces recherches en 1993 et aujourd'hui jusqu'en 2019. D'ailleurs, on va parler de gène gay jusqu'en 2019. Et vous allez voir pourquoi 2019. Si certaines associations de défense des droits homosexuels ont été quelque peu choquées par cette publication, elle a encore plus choqué le monde de la recherche. En effet, un caractère aussi complexe que l'orientation sexuelle ne peut pas être défini par un seul gène, même s'il est su qu'une mutation de ce gène induit la stérilité. En 1999, George Rice, qui est aussi un généticien, et son équipe publie une étude également dans Science portant sur 52 familles ayant au moins un homme homosexuel, qui démontre que l'OCI XQ28 n'y est pour rien. Oui, j'utilise mal ou homme parce qu'en biologie, on utilisait deux. Mais que ce n'est pas sur les termes. 20 ans plus tard, en 2019, est publié également dans Science. Et je vous promets que ce n'est pas une pub pour Science, mais tous ces articles ont été publiés dans Science. Une étude GWAS. Alors en français, ça donne étude d'association génétique à grande échelle. On va regarder le monde entier là. Portant sur près de 500 000 individus, démontre la complexité de la chose. Selon cette étude, l'orientation sexuelle est entre 8 et 25% héréditaire, notamment sur deux loci principaux. La part de l'environnement reste donc importante, à minima 75%. Comprenons ce que cela signifie. L'orientation sexuelle est semblable à d'autres facteurs physiologiques comme la taille. La taille d'un individu dépend de ses gènes, mais aussi de son environnement. Un individu peut avoir une prédisposition à devenir grand, mais ne jamais l'être en cas par exemple de restriction calorique. Michael Jordan, oui je suis vieux, j'aimais beaucoup ce basketteur, aurait pu être de taille normale s'il était né dans un pays en guerre. De l'étude de 1999 et celle de 2019, plusieurs conclusions s'imposent. 1. On ne devient pas homosexuel si les loci ne sont pas dissemblables. On ne devient pas forcément homosexuel même si ces loci sont dissemblables. L'homosexualité n'est pas prédictible en aucun cas. L'homosexualité ne peut pas être modifiée. Autrement dit, ce n'est pas une mode, contrairement à ce qu'on voit écrit aujourd'hui. Cela ne se diffuse pas dans l'air, contrairement à ce que certains pensent.
et les thérapies dites de conversion sont aussi efficaces que demander à une chef de construire le palais de Versailles. Quels sont ces facteurs externes, c'est-à-dire environnementaux, me direz-vous? Eh bien, il y a une théorie en vogue depuis 10 ans, depuis 2014, les hormones. Après des années d'études, alors cette théorie, c'est essentiellement celle, je vais vous dire son nom, d'un professeur, après des années d'études sur les rongeurs et également d'observations cliniques sur les humains, le professeur belge de génoprotéomique, Jacques Balthazar, conclut que le taux d'androgène produit par la mère lors de la grossesse a un effet sur l'orientation sexuelle, notamment chez l'orientation des petites filles. Mais il avoue que ce n'est qu'observatoire et qu'aucun mécanisme n'est encore connu. Autrement dit, l'un des facteurs environnementaux importants serait les hormones in utero. C'est une observation clinique et faite chez les rats, mais nous n'avons pas de mécanisme. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui de l'homosexualité d'un point de vue scientifique et biologique. Vous ne pouvez plus dire maintenant, vous, que vous ne saviez pas. La science vous a parlé et j'espère que vous l'avez écouté. Et j'espère que vous vous abonnerez à la chaîne. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.